l'exécution de ce budget au 30 septembre 2023 s'élève à un total. Nous avons un budget remanié 25 milliards 807 millions 285 268, engagement 18 milliards 305 millions 892 425, soit 70,93%. Ainsi donc, pour les 3/4 de l'année budgétaire, l'institution parlementaire est à un taux d'engagement de dépenses légèrement inférieur aux 3/4 de son budget. Sa gestion des ressources financières reste donc fluide et rationnelle. Ainsi donc, le budget gestion 2024 s'élève à 24 milliards 788 millions 969 569 francs CFA contre 25 milliards 56 millions 356 369 francs en 2023, soit une diminution de 267 millions 386 800 francs CFA correspondant à un taux de décroissement de 1,07%. Il ressort de ce tableau que le budget gestion 2024 connaît globalement une diminution de 1,07% due essentiellement à la suppression des charges de renouvellement de législature et de la diminution de la dotation relative au remboursement du prêt pour la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Situé à la descente du pont de la ville capitale Porto Novo, signe de la mauvaise gouvernance d'autrefois, le bâtiment devant servir de siège de l'Assemblée nationale du Bénin connaît depuis quelques jours des travaux de démolition. Le site recevra de la part du gouvernement du président Patrice Talon un nouveau projet, l'arène culturelle de Porto Novo. Le porte-parole du gouvernement clarifie. Le site retenu pour le bâtiment n'était pas approprié et le bâtiment lui-même n'était pas réalisé suivant les règles de l'art, à telle enseigne qu'il y avait un risque évident à l'achever, donc le rendre opérationnel avec des centaines de personnes qui y travaillent. Cela ouvrait la voie à éventuellement un accident à un moment ou à un autre. Nous aurions vécu donc un drame. Et puis, en 2018, un rapport exhaustif a été fait, présenté à l'Assemblée nationale, où siégeaient à l'époque toutes les tendances politiques, y compris ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition, dont certains s'émeuvent de ce qu'il se passe sur le site. Et tous, à l'époque, unanimement, avaient conclu qu'il fallait changer de site pour construire le nouveau siège de l'Assemblée nationale. Ouais. C'est ce qui justifie qu'à Porto Novo, aujourd'hui, nous ayons changé de site et que le nouveau siège soit sorti de terre. Et dans quelques temps, nous aurons un siège flambant neuf pour l'Assemblée nationale. Donc, à l'époque, tous les députés, toutes tendances confondues, nous sommes en 2018, avaient conclu à la nécessité de mettre fin à ce chantier. Après, qu'allons-nous faire du chantier? Ça, par contre, on n'avait pas tranché. À telle enseigne que le chef de l'État avait même lancé une boutade lors de sa tournée de reddition de comptes en disant, bon, que faisons-nous de ça? Est-ce que nous le maintenons? Et puis, en allant sur Porto Novo, nous allons le regarder comme le sarcophage de nos impérities en matière de mauvaise gouvernance ou bien quoi? Et finalement, il a été décidé effectivement de le démolir parce que sur place, à Porto Novo là, nous allons réaliser un parc urbain avec une arène culturelle. Porto Novo aujourd'hui, vous avez dû le remarquer, est en chantier. Non loin de ce site, il y a en construction le musée des arts vaudous. Ouais. Il y aura, pas loin de là, la statue de Tofa Ier. Et le parc urbain qui va être fait viendra achalander un peu plus cette ville pour la rendre agréable. Et c'est pour ça
que la démolition a commencé. Elle a commencé parce que l'avant-projet sommaire de ce projet a déjà été fait et aux dernières nouvelles, l'avant-projet détaillé est en cours pour que, une fois le site libéré, les temps qui viennent aussitôt après, le travail puisse commencer. Donc, ça n'est pas que ce bâtiment va être démoli et qu'il faudra attendre 6 mois ou 1 an pour que le chantier du projet de parc urbain dans la ville de Porto Novo commence. Voilà donc pourquoi la démolition est en cours. Et si on est de bonne foi et qu'on n'a pas oublié tout ce qu'il s'est passé, on devrait pouvoir comprendre ça. Il me semble bien de mémoire que des gens avaient été incarcérés, ont répondu de leurs actes, et si la procédure n'est pas achevée, ben sans doute qu'elle sera conduite à terme et par les instances compétentes. Il y a une conviction au regard de la dynamique en cours dans notre pays, où la reddition de comptes est devenue une exigence, où la lutte contre la corruption est manifeste. Je n'ai aucun doute qu'aujourd'hui, demain après-demain, tous ceux qui auraient des responsabilités dans ce qui est arrivé là devront répondre de leurs actes. Longtemps jetée aux oubliettes, la ville capitale Porto Novo renaît de ses cendres comme un phénix depuis 2016. Son visage devient rayonnant. Pour ressortir toute la beauté de cette ville, le gouvernement du président Patrice Talon a prévu de dérouler plusieurs projets de grande envergure. Vous avez exprimé et dit que l'infrastructure informatique, l'informatisation des processus et des fonctions de support est encore à un stade embryonnaire. Nous devons effectivement pleinement tirer parti des technologies digitales et améliorer notre système judiciaire. Notre pays mérite que nous soyons très ambitieux. Et nous allons donc engager une véritable transformation numérique. Vous avez estimé, vous avez dit que les délais procéduraux étaient longs et que ces délais étaient inacceptables. Nous sommes parfois effectivement pris dans un cercle vicieux où les délais prolongés entraînent un engorgement des juridictions qui, à leur tour, prolongent les délais de décision et de jugement. La justice mérite de vite passer pour construire la paix sociale. Alors nous allons voir dans quelle mesure mettre en œuvre une composante urgente d'un plan d'action sur la réduction du temps judiciaire. Vous avez estimé que notre système judiciaire doit être réformé pour répondre aux besoins de prise en charge judiciaire, d'éducation, de réhabilitation et d'insertion des enfants qui se retrouvent soit en danger moral, soit en conflit avec la loi. La réorientation de la justice des mineurs sera un point d'attention majeur avec un objectif 0 enfant en prison. Vous avez noté la surpopulation carcérale. Vous avez évoqué les questions de détention inhumaine dans nos prisons. Outre le lancement d'un programme de construction d'établissements pénitentiaires aux normes, les principes de Nelson seront inscrits dans le code de procédure pénale très bientôt. Vous avez estimé que les manquements déontologiques et l'insuffisance de la formation du personnel judiciaire étaient des préoccupations majeures et qu'elles transparaissaient sur la qualité des décisions et sur la confiance que vous aviez en notre justice. Vous avez droit effectivement à des professionnels avisés. Vous avez droit à des professionnels de qualité et à une justice de qualité. Nous allons donc travailler à un réarmement éthique et à une professionnalisation accrue de tous les acteurs du système judiciaire. La formation concernera même les officiers de police judiciaire. Vos recommandations sont claires. La justice doit moderniser ses méthodes de travail, sa crédibilité, la qualité et la célérité de ses décisions pour répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens. Le gouvernement, je peux le dire ici, jouera sa partition dans l'impulsion et la dynamique du changement pour faire de notre justice une justice performante, proche et efficace, ancrée dans nos problématiques nationales. Aujourd'hui, je veux pouvoir répondre, après ce colloque, que les choses changent. Et je veux pouvoir dire à cet agriculteur Damien de Natitengu, qui estime n'avoir pas eu droit à une audition équitable, je veux pouvoir lui dire que les choses changent. Aujourd'hui, je veux pouvoir répondre au directeur général de cette banque de la place qui m'interpellait ici à Cotonou, que désormais, les banques ont droit à une justice équidistante du créancier et du débiteur.
Une annonce secoue depuis vendredi dernier le monde sportif béninois. Olzad Omeki n'est plus ministre des Sports du Bénin. Cette nouvelle a pris tout le monde de court, alimentant de nombreuses spéculations quant aux raisons de son départ. La politique, c'est mon métier. Je voudrais d'abord dire même que ce n'est pas normal que le président Patrice Talon, dans un pays de 12 millions de population, où il y a des acteurs politiques qui le soutiennent, qui se battent au jour le jour, qui sont allés à l'école, qui ont le droit aussi de servir leur pays, qu'on ait des ministres qui fassent 7 ans. Ça n'a pas de sens. J'ai le courage de le dire parce que j'aime Patrice Talon. À la fin, il n'y aura aucun client politique à la fin pour le défendre. Ministre là, c'est un poste qui vous épuise au point où après 4 ans, après 3 ans, il faut changer. Donc, peut-être que le ministre est fatigué, il est exténué, il veut aller se reposer. 7 ans, c'est trop. Et les autres, mais dans les partis, c'est ça qui fait que les partis ne s'animent plus. Ils ont l'impression qu'ils travaillent pour que d'autres soient les seuls princes dignes d'être ministres. Je ne dis pas de faire comme Yahi Boni, qui nommait des ministres chaque 2 mois. C'est pas ça. Je suis content qu'on laisse le ministre faire vraiment une bonne période de pouvoir pour qu'il lui permette de faire son travail. Mais 7 ans, quand même. À noter que jusqu'à la date de ce jour, lundi 9 octobre 2023, qu'aucune raison de cette démission n'est encore dévoilée par les autorités ministérielles. Depuis le coup d'État fin juillet, l'économie du Niger a durement été affectée par les sanctions régionales et la suspension des aides internationales. Les autorités ont donc annoncé une réduction importante du budget national pour 2023. Il s'élève désormais à 1,981 milliard de francs CFA, soit 3 milliards d'euros, contre 3,291 milliards initialement prévus, soit 5 milliards d'euros, ce qui représente une baisse de 40%. Le Premier ministre a expliqué qu'il allait élaborer un programme d'austérité où la priorité sera faite notamment aux dépenses de sécurité et au paiement des salaires des fonctionnaires. Le 30 juillet, après le putsch, la CEDEAO a imposé des sanctions économiques sévères, notamment la suspension des relations commerciales pour toutes les transactions, y compris les produits de première nécessité et la fourniture d'électricité qui provient majoritairement du Nigeria. Ces mesures ont entraîné une forte inflation des produits alimentaires ainsi qu'une pénurie de certains médicaments. Pour éviter l'asphyxie, le Niger cherche d'autres alliés. Le pays, qui est producteur d'uranium, d'or et de pétrole, espère aussi miser sur ses ressources financières internes. Au Cameroun, au moins une dizaine de personnes ont perdu la vie dimanche dans le glissement de terrain qui a connu le quartier de Nbankolo à Yaoundé et de nombreux autres sont portés disparus. Selon les riverains, un lac artificiel créé il y a quelques années aurait lâché sous la pression des pluies diluviennes qu'a connu la capitale politique ces derniers jours. Sur place, les habitants se débattent entre douleur et sidération suite à ce drame. Je ne connaissais pas ce qui s'est passé. C'est maintenant que moi-même aussi arrive, je vois aussi au contraire des choses que le lac a lâché. À ma surprise, quand je vois le lac a lâché, je vois comment on évacue les blessés pour aller avec eux à l'hôpital. C'est où je demande qu'est-ce qui s'est passé. On me dit que non, c'est le lac qui a lâché. C'est comme ça que je vois comment on porte les corps, Il y a même d'autres corps qu'on connaît ici au quartier qu'on n'a pas encore retrouvés. Le déferlement a emporté la terre et la boue qui a enseveli une vingtaine de maisons. Les opérations de sauvetage sont en cours pour tenter de retrouver les survivants et récupérer les corps des victimes. Une enquête a été lancée pour déterminer les causes exactes du glissement de terrain. Des bidonvilles de Monrovia à la présidence du Libéria en passant par le Ballon d'Or, le parcours de George Weah a de quoi faire rêver. L'ancienne star du football ne veut pas s'arrêter là et compte bien briguer un second mandat lors de la présidentielle du 10 octobre. Il ne lui reste plus que quelques heures pour convaincre, malgré un bilan assez contrasté. Il lui est notamment reproché de ne pas avoir fait pour lutter contre la corruption, qui se serait même accrue pendant son mandat, selon ses adversaires. Le président sortant sera face à 19 autres candidats, 3 sont des adversaires sérieux.
D'abord Joseph Boakai, 78 ans, qui a perdu face à George Weah en 2017. Cet ancien ministre de l'Agriculture et ex-vice-président possède une solide expérience politique, mais une partie de la population ne le trouve pas assez dynamique. Il y a aussi Alexander Cummings. À 66 ans, cet ancien dirigeant de Coca-Cola possède une immense fortune et une bonne image à l'international, mais il lui manque une base populaire au Libéria. Enfin, Tiawan Gongloe, 67 ans, avocat des droits humains qui se présente pour la première fois à la présidentielle. Face à ses adversaires, George Weah espère l'emporter dès le premier tour. L'Ouganda est l'un des premiers producteurs de bananes en Afrique et les Ougandais eux-mêmes en sont de grands consommateurs. Sauf que cultiver ce fruit entraîne de nombreux déchets. Une start-up locale a donc décidé de faire du recyclage. L'entreprise récupère les déchets des troncs de bananiers pour les transformer notamment en textiles. Nous avons décidé de travailler avec la fibre de banane en raison tout d'abord de l'avantage que possède l'Ouganda. C'est l'un des plus grands producteurs et consommateurs de bananes au monde. Cela nous laisse des millions de tonnes de déchets car la banane ne pousse qu'une fois et ne se récolte qu'une fois. Après la récolte, la tige est donc un déchet. Les tiges de bananier sont séchées puis introduites dans cette machine qui les transforme en fibres résistantes. À partir de là, les possibilités sont multiples. Ces fibres permettent à l'entreprise de créer notamment des tapis, des dessous de table, une bonne idée en faveur de l'économie circulaire. Notre contribution à la chaîne de valeur consiste à apporter un revenu supplémentaire à l'agriculteur, à transformer ces déchets en quelque chose de précieux que nous vendons à nos partenaires qui fabriquent également des produits qu'ils peuvent vendre. Nous faisons cela pour créer des revenus supplémentaires, pour créer des emplois pour nous-mêmes et pour contribuer à l'industrialisation de l'Ouganda et à l'amélioration de la vie des Ougandais. Autre utilisation de ces fibres, elles permettent de fabriquer des extensions pour les cheveux. L'avantage, c'est qu'une fois utilisées, ces extensions biodégradables peuvent être enterrées pour servir de compost. Le problème avec les fibres synthétiques, c'est qu'elles sont si obstructives que partout où vous allez, même si vous allez creuser dans des jardins en ce moment, vous en trouverez. Ce qui n'est pas très écologique comparé à ces fibres-là. Elles peuvent donc pourrir et se dégrader dans le sol, et cela n'empêchera pas l'eau de circuler. Grâce à cette activité respectueuse de l'environnement, l'entreprise a également pu créer des emplois dans la région. Elle souhaite désormais s'étendre dans le reste du pays et à travers le monde. C'est dans sa chambre à Ouagadougou qu'Ophélie révise ses cours. Des cours que cette étudiante en première année de médecine suit en ligne. Inscrite à l'université de Montpellier, elle devait se rendre en France il y a plusieurs jours. Mais faute de visa, elle doit patienter. Car actuellement, les relations diplomatiques sont tendues entre le Burkina Faso et la France. Je suis les cours à distance parce que malheureusement, en fait, je n'ai pas pu partir vu que mon passeport a été bloqué au consulat suite à la suspension des visas. Donc, j'ai contacté en fait ma fac et ainsi que ma prépa qui m'ont donné en fait la possibilité de pouvoir suivre ces cours-là à distance. La jeune femme n'est pas la seule dans cette situation. La France a suspendu la délivrance de visas à Ouagadougou, Bamako et Niamey. Les étudiants subissent donc ces tensions entre États qui affectent leur projet de vie. Ça a un impact un peu psychologique parce que tu ne t'attendais pas en fait à rester bloqué ici. Tu t'attendais à partir dans les, bon, pas les plus brefs délais, mais dans les meilleures conditions pour pouvoir aborder, par exemple moi qui fais une année de médecine, pour pouvoir bien commencer en fait mon année de médecine. Mais maintenant la situation a occurré. On ne contrôle pas la situation, donc on est bloqué ici. Et bon, tant bien que mal, on essaye de positiver, même si c'est compliqué des fois, mais on reste toujours positif. On ne sait pas exactement combien d'étudiants sont affectés par cette mesure qui ne concerne pas les étudiants déjà en France. Au total, pour l'année 2021-2022, 92 000 étudiants africains étaient inscrits dans des universités françaises.
Le fait du coup que directement ce soit ces pays-là qui soient ciblés, pour nous c'est aussi assez choquant parce que nous notamment, c'est vrai qu'on prend beaucoup le cas des étudiants par exemple ukrainiens qu'on a beaucoup accompagnés aussi au moment de la crise. Et alors là on pouvait les accueillir, il n'y avait aucun souci. Et là quand c'est des étudiants africains, il y a quand même beaucoup plus de problèmes généralement. C'est quand même ces étudiants-là aussi qui sont majoritairement impactés par la question de la hausse des frais d'inscription à l'université. La suspension de la délivrance de visas affecte les étudiants, mais pas seulement. Les chercheurs, les artistes sont aussi touchés par cette mesure. La France a décidé également de suspendre les procédures d'adoptions internationales concernant les enfants qui résident au Burkina Faso. À 2 mois du scrutin présidentiel du 20 décembre, la campagne électorale bat son plein. Comme ici à Kinshasa lors d'un meeting des partisans de Félix Tshisekedi. Au pouvoir depuis janvier 2019, le président sortant est candidat à un nouveau mandat de 5 ans. Le second mandat sera consacré à de grandes réformes républicaines. C'est pourquoi nous tenons à tout prix à lui doter d'une majorité confortable. Il a déjà fait un mandat. Si le peuple estime que l'équipe qui gagne devait être reconduite, où est le problème? Ici, il s'agit du choix du peuple. Il ne s'agit pas de l'histoire ni de la théorie. La commission électorale a déjà enregistré une vingtaine de candidatures. Félix Tshisekedi aura face à lui notamment le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, ainsi que plusieurs membres de l'opposition comme Martin Fayulu ou encore Moïse Katumbi. Le scrutin présidentiel sera couplé à des élections législatives, provinciales et municipales. Un mois après le séisme qui a fait environ 3000 morts et causé d'importants dégâts matériels au Maroc, dans les zones sinistrées, l'heure est à la reconstruction. Avant le drame, Mohamed habitait dans ce petit village montagneux qui a complètement été rasé. Comme de nombreux rescapés, il a tout perdu et est désormais sans abri. Mais il va bientôt être relogé par les autorités marocaines. Il est préférable que le gouvernement nous reloge ici, dans notre village, car nous avons entendu dire qu'ils allaient nous déplacer un peu plus loin. Nous avons nos terres et notre activité agricole que nous ne pouvons pas arrêter. Nous sommes attachés à notre culture. Mobilisés, les architectes marocains recherchent des idées pour reconstruire tout en respectant les habitats traditionnels de ces régions touchées. On a grossièrement 2 cas de figure. On a des gros bourgs avec plutôt du béton, plutôt des architectures, on va dire, assez récentes, qui ont été faites pas tout à fait dans les normes, mais qui avaient l'apparence de la solidité et de la modernité. Ça, c'est pratiquement partout par terre. Et c'est une catastrophe. Et puis, on a des architectures dites non conventionnelles, dites vernaculaires, dites traditionnelles, qui ont tenu le choc. Alors, je ne dis pas qu'elles sont intactes. Le gouvernement marocain a annoncé qu'un budget de 120 milliards de dirhams, environ 11 milliards d'euros, servira à aider plus de 4 millions de personnes sur une durée de 5 ans. Le roi Mohamed VI a de son côté insisté sur l'importance de respecter le patrimoine et les traditions de chaque région lors de la reconstruction. Des drapeaux de différents pays flottent au vent à Marrakech. La ville marocaine abrite à partir de ce lundi les réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Une première sur le continent depuis 50 ans. L'Afrique, qui fait face au poids de la dette et aux conséquences du réchauffement climatique, sera sans nul doute au cœur des échanges. Mais le principal sujet de ces réunions sera l'argent. Il en faut face aux urgences de l'heure. Les principaux pays ne sont pas favorables à une augmentation du capital qui les obligerait à sortir le chéquier. Mais la Banque mondiale devait confirmer 50 milliards de dollars supplémentaires sur les 10 prochaines années grâce à diverses opérations comptables. L'institution entend porter le total à 100 ou 125 milliards de dollars grâce à des contributions des économies avancées sans pour autant modifier la structure capitaliste de l'institution. Des écueils subsistent concernant le financement de la transition énergétique. Des ONG dénoncent le manque de volonté des institutions de Bretton Woods et prévoient de manifester à Marrakech.
Le dôme de fer, les défenses aériennes israéliennes interceptant des missiles du Hamas au-dessus de Tel Aviv dans la nuit de samedi à dimanche, alors que les alliés occidentaux ont exprimé leur soutien inconditionnel à Israël. Le président américain, Joe Biden, a mis en garde toute partie hostile à Israël d'exploiter la situation. En ce moment de tragédie, je tiens à leur dire, ainsi qu'au monde entier et aux terroristes du monde entier, les États-Unis sont aux côtés d'Israël, nous ne manquerons jamais de les soutenir. S'exprimant en français, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a été l'une des nombreuses personnalités européennes à condamner le Hamas, qualifiant les attaques de terrorisme sous leur forme la plus méprisable. Alors qu'une réunion d'urgence du cabinet israélien apprenait qu'au moins 250 civils avaient été tués, les gouvernements occidentaux s'efforçaient toujours de trouver une solution diplomatique.